La notion de puissance. Qu'est-ce que c'est que la puissance? Alors, pour vous faire réaliser ce que c'est que la puissance, je vous présente une situation qui est la situation que j'avais évoquée quand j'ai présenté ce que c'est que le travail d'une force. Et donc, la situation, c'est la suivante. Vous avez quelqu'un qui pousse ici un chariot. Cette personne-là pousse un chariot. Et donc, ce chariot, elle doit le faire déplacer. Pour cela, elle exerce une force F et elle bouge donc le chariot, elle le déplace sur une certaine distance que je n'ai pas notée directement, mais qui est ici. Ah, voilà, c'est ce déplacement qui est comme ceci. Alors, si vous voulez, cette tâche qui consiste à déplacer le chariot horizontalement du point A jusqu'au point B, évidemment, ça nécessite une certaine quantité d'énergie. Et cette énergie, elle est apportée par la force en rouge ici. Donc, on dit que la force rouge va travailler. On s'attend, bien entendu, à trouver un travail qui sera positif, le travail de F, travail qui sera positif. Et donc, en gros, c'est l'apport de cette force qui va lui-même apporter de l'énergie au chariot pour qu'il effectue ce déplacement. Alors, ce que je vous dis ici, c'est que l'énergie qui est nécessaire pour effectuer cette tâche, en fait, qui est donc de déplacer le chariot du point A au point B, ben c'est une énergie qui ne dépend pas de qui fournit l'énergie. Ça dépend uniquement de la nature de la tâche. C'est ce que j'ai écrit ici. L'énergie nécessaire ne dépend pas de la personne qui pousse. Ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être quelqu'un de 80 ans, quelqu'un de 30 ans, peu importe. Cette énergie, ce sera toujours la même. C'est l'énergie qu'il faut pour faire bouger le chariot du point A jusqu'au point B. Donc, ça dépend uniquement de la nature de la tâche à accomplir. Par contre, ce qui va changer, si vous mettez une personne de 80 ans, moi, vous, une personne de 30 ans, ou même un moteur, ce qui va changer, c'est le temps que va prendre la réalisation de cette tâche. C'est-à-dire que si c'est vous qui poussez ce chariot, bah, probablement que comme vous êtes dans la force de l'âge, vous allez mettre assez peu de temps. Je pense qu'une personne de 30 ans également, qui a 30 ans, on est aussi dans la fleur de l'âge, on est encore bien en forme en principe, donc elle va mettre assez peu de temps pour réaliser cette tâche. Par contre, quelqu'un qui est plus âgé, qui est plus vieux, c'est plus pénible, vous avez déjà vu les personnes âgées comme elles ont de la difficulté à se déplacer, pour certaines, eh bien, pour ce genre de personnes, pousser le chariot, ça va être moins facile. Et donc, du coup, elles vont prendre plus de temps, en fait. Alors, c'est ce lien qu'il y a entre l'énergie qu'il faut fournir, parce qu'en réalité, ici, cette force F, c'est la personne que j'ai entourée en bleu qui fournit cette force. Donc, c'est cette personne qui fournit cette énergie. Eh bien, selon sa vigueur, on va dire ça comme ça, eh bien, elle va mettre plus ou moins de temps pour justement effectuer le déplacement. Donc, la fourniture de cette énergie, l'apport de cette énergie va être exécuté en un temps plus ou moins long. Et c'est là qu'intervient donc la notion de puissance. Je l'ai écrit ici, je vais faire ça en vert. La notion de puissance, elle intervient là parce qu'en fait, on va dire que plus la personne est forte, moins elle aura besoin de temps pour déplacer le chariot de A à B. Et là, on peut remplacer l'adjectif fort par puissant. Quelqu'un qui est puissant va pouvoir effectuer ce trajet en poussant le chariot dans un temps qui est relativement court, en fait. Donc, si vous voulez, ici, ce qu'il faut déjà comprendre en préambule, grosso modo, c'est que si la puissance augmente, alors le temps, il diminue. Alors, j'introduis maintenant la notion, effectivement, de puissance, sa définition, en fait. La définition est ici. On définit la puissance, là, tac, comme, et là c'est
très important, on définit la puissance comme étant le débit d'énergie. C'est-à-dire que l'énergie, vous devez la fournir pas juste au début, mais pendant tout le long du trajet. Et donc, cette quantité d'énergie à fournir, elle va être fournie pendant une certaine durée, en fait. Et là, dans mon exemple, elle est fournie par la personne qui pousse au chariot. Donc, il y a un transfert d'énergie de la personne qui pousse sur le chariot. Et donc, c'est ce que j'ai écrit ici, le débit d'énergie, c'est la quantité d'énergie qui est fournie par un système, en l'occurrence la personne, à un autre système, en l'occurrence le chariot, et le tout par unité de temps. Donc, on peut donner cette définition, la puissance, c'est l'énergie qui est fournie divisée par le temps pendant lequel cette énergie est fournie, justement. Alors, l'énergie, c'est quelque chose qu'on connaît, c'est quelque chose qu'on peut mesurer en joules. Ça peut être, par exemple, le travail, puisqu'on a vu que le travail, c'est l'énergie qui est amenée par une force. Donc là, en l'occurrence, effectivement, dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, cette énergie, ce serait en fait le travail de la force. Ça, dans l'exemple, c'est le travail de la force de pousser, en fait. Ensuite, il y a la notion du temps. Alors, la notion du temps, ici, delta T, je vais l'encadrer en vert ici, c'est la durée pendant laquelle cette énergie est fournie. En gros, là, c'est la durée du déplacement, on peut dire ça comme ça. Donc, c'est le delta T qui apparaît dans la formule ici. Et puis, finalement, ce qui reste, c'est le P, la définition. Alors, le P, c'est la puissance. Et donc, on va voir que la puissance, ça se mesure dans des unités qu'on appelle W majuscule. Enfin, on ne les appelle pas, on les écrit W majuscule, mais comment on les appelle? Eh bien, ça, je vous présente illico. On appelle ça des watts. Alors, le watt, c'est l'unité de mesure de la puissance. On note ça avec la lettre W majuscule, ici. Donc ça, c'est obligatoire, W majuscule. C'est pas minuscule. Oh, j'écris mal. Pardon. Majuscule. Voilà. J'ai oublié le C. Voilà. Hop. W majuscule. Donc, vous savez, les unités, vous n'avez pas le choix. Il y a des règles qui imposent justement une certaine notation. Et donc, le watt, c'est W majuscule. Vous avez probablement déjà entendu parler des watts, puisque tous les appareils électriques, en l'occurrence, il y a des caractéristiques sur nos appareils électriques qui sont toujours données en watts. Donc, il n'y a pas que cette caractéristique-là, mais ça représente l'énergie qui est consommée justement par unité de temps. Si je reprends ma définition, la définition de la puissance, si vous voulez, si par exemple vous prenez, je ne sais pas, un aspirateur, en général, un aspirateur, la puissance, c'est l'ordre de grandeur, c'est 1500 watts. 1500 watts. Vous, quand vous allez acheter un aspirateur, vous ne pouvez pas savoir combien de temps vous allez l'utiliser. Ça, vous ne savez pas. Ça dépend si vous passez souvent l'aspirateur ou pas souvent. Et du coup, l'énergie que vous allez consommer, vous ne savez pas non plus, puisque vous ne savez pas quand vous allez allumer ou pas allumer votre aspirateur. Par contre, il y a quelque chose qu'on peut savoir préalablement, c'est quelle est la puissance. C'est-à-dire que on peut vous dire que si vous utilisez cet aspirateur, vous allez consommer une certaine quantité d'énergie par unité de temps. Et donc, évidemment, si vous passez l'aspirateur pendant une demi-heure, vous allez dépenser plus d'énergie que si vous passez l'aspirateur pendant 20 minutes. Donc, c'est pour ça qu'on ne connaît ni E ni delta T au départ. Mais par contre, la puissance, c'est quelque chose qu'on peut connaître, parce qu'on peut connaître quelle est l'énergie que va consommer l'aspirateur par unité de temps. Et cette énergie, en l'occurrence, par unité de temps, c'est, pour un aspirateur, 1500 watts. C'est une caractéristique qu'il y a sur l'appareil, en fait. Alors, on retrouve ça sur les ampoules, sur tous les appareils électriques, en fait. Il y a toujours écrit la puissance de l'appareil. Alors ici, on parle de quelque chose de plus, au sens plus large qu'au sens uniquement électrique. La puissance, c'est l'énergie fournie par unité de temps, débit d'énergie. Et donc, c'est des watts. Pourquoi c'est des watts?
Parce qu'en fait, si je réécris la formule, hein, vous avez la puissance, je vais l'écrire en jaune ici, c'est l'énergie divisée par le temps. L'énergie, ça se mesure en joules. Ici, le temps, ça se mesure en secondes, ça c'est les unités officielles. Donc finalement, les unités de la puissance, eh bien, c'est des unités qui sont des unités d'énergie divisées par des unités de temps, c'est-à-dire des joules par seconde. Et donc, la définition, c'est que le watt, c'est 1 joule par seconde. Bon, joule, ça ne fait pas partie du système international des unités, hein, donc on peut encore transformer ça, ce n'est pas très important. Ce qu'il faut savoir, c'est que des watts, c'est des joules par seconde, et que c'est l'unité officielle de la mesure de la puissance, et que donc c'est l'unité, on va dire, qui est dérivée du système international des unités. Alors pourquoi on appelle ça des watts finalement, hein? Pourquoi watts? Eh bien, comme souvent, hein, les unités viennent du nom d'un chercheur, d'une personne, d'une personnalité scientifique. En l'occurrence ici, une personnalité qui s'appelait James Watt, qui a vécu de 1736 à 1819. Et donc, ce James Watt, c'était un ingénieur écossais qui a grandement contribué à améliorer la machine à vapeur. Donc, un peu avant la révolution industrielle, hein, vous voyez ici. Hein, donc, lui, il a beaucoup contribué à ça. Et comme on va le voir dans les prochains transparents, voilà, la machine à vapeur, il y a eu quand même une révolution à partir du moment où la machine à vapeur a commencé à exister. Et du coup, il a fallu introduire les notions de puissance avec des unités en fait, qui soient mesurables par tous. Et donc, ces unités, on a choisi donc de les appeler des watts en hommage à James Watt. Alors, je continue au prochain transparent. Il se trouve que pour les unités de mesure de la puissance, le watt, c'est l'unité officielle, celle du système international des unités, mais il y en a d'autres en fait. Hein. Il y en a deux autres que je vous présente ici. Une, c'est celle qu'on appelle le cheval vapeur. Et il faut faire attention, sa notation, c'est CH. Alors pourquoi il faut faire attention? Parce qu'il y en a une autre que vous connaissez probablement, qui est ce qu'on appelle le cheval fiscal, et qu'on note CV. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que CV, cheval vapeur, les initiales, c'est CV. Mais en fait, l'unité de mesure, comment dire, l'abréviation, la notation, c'est CH. Donc, ça peut amener de la confusion, cette histoire. Attention quand même. Alors, ces deux concepts, cheval vapeur, cheval fiscal, c'est des concepts qui sont différents. En fait, il se trouve que avant la révolution industrielle, lorsqu'on avait besoin d'énergie, eh bien, il fallait utiliser ses muscles, quoi. En fait, il fallait pousser ou tirer des objets. Et puis, quand les objets étaient très lourds, eh bien, on utilisait des animaux pour faire ça, hein, des ânes, des chevaux pour les calèches, voilà, un bœuf pour labourer les champs, ce genre de choses. Alors, pour tout ce qui est transport, la plupart du temps, on utilisait le cheval, des chevaux en fait. Donc les gens, à cette époque, avaient une idée de ce que représentait la puissance par rapport finalement au nombre de chevaux qu'il fallait utiliser pour tirer, par exemple, une diligence. Si vous possédez une diligence et puis que vous devez déplacer des chevaux, faire un déménagement, déplacer des choses, eh bien, vous saviez que pour faire ce déménagement d'objets ou je sais quoi, il vous fallait un certain nombre de chevaux pour tirer la diligence. Donc les gens, en termes de puissance, ils ne raisonnaient pas en watts, évidemment, à cette époque. Ils raisonnaient en nombre de chevaux nécessaires. Et puis donc, à partir de James Watt, la machine à vapeur, et même encore après, avec d'autres personnes, eh bien, on a gentiment remplacé les chevaux par des machines. Les trains, par exemple, hein, les trains à vapeur, ce genre de choses. Donc, pour faire de manière globale, ici, j'ai appelé ça des machines à propulsion. Donc, les gens, pour avoir une idée de la correspondance entre le nombre de chevaux, qui était finalement ce qu'on faisait un peu avant, et puis maintenant les machines à propulsion, eh bien justement, on a estimé qu'un cheval,
donc l'animal, hein, donc, avait une puissance qui était équivalente à 736 watts. Donc c'est pour ça qu'on définit un cheval vapeur qui est l'équivalent entre le cheval qui fournissait l'énergie à l'époque et la vapeur qui est ici des machines à propulsion. Hein, c'est les premières machines à propulsion, c'est des machines à vapeur avec du charbon hein, qui provoque, qui chauffe de l'eau et qui crée de la vapeur. Donc cette unité de mesure, le cheval vapeur, c'est 736 watts. Donc ça, c'est une grandeur fixe qui permet de faire des conversions selon les unités qu'on a. Il reste maintenant une autre unité de mesure qui est ce qu'on appelle le cheval fiscal. Et ce cheval fiscal, c'est quelque chose que probablement vous avez déjà entendu parler, puisque c'est la puissance du moteur d'une voiture en fait. Quand on parle d'une voiture qui aurait je sais pas, 150 chevaux, je ne sais pas si c'est réaliste parce que moi je ne m'y connais pas du tout en voiture, je pense que ça allait quand même un peu. Eh bien, quand on parle d'une puissance, par exemple, donc, comme je disais, 150 chevaux, on parle en fait de chevaux fiscaux. Alors, dans le cheval fiscal, il y a le cheval, donc il y a l'idée un peu liée au cheval vapeur, mais il y a le mot fiscal. Et le mot fiscal, ça fait penser aux impôts et aux taxes, en fait. Hein, c'est ça l'idée. Donc, ce mot fiscal, ça ramène aux taxes. Et donc, justement, le cheval fiscal, c'est une grandeur qui fait intervenir plusieurs facteurs. La quantité d'émissions CO2 et la puissance du moteur, qui, elle, est exprimée en watts. Et tout ça, c'est lié en fait à la cylindrée du moteur, qui, elle, s'exprime en centimètres cubes. C'est le volume des cylindres du moteur hein, dans lesquels il y a l'explosion de l'essence, hein, du gaz issu de l'essence. Donc, c'est une grandeur, le cheval fiscal, qui n'a pas d'équivalent strict. Hein, je ne peux pas vous dire un cheval fiscal est égal à un certain nombre de watts. Parce qu'en fait, ça dépend effectivement du nombre de watts, de la puissance du moteur, mais ça dépend aussi de sa quantité d'émissions de CO2. Donc, vous pouvez avoir deux voitures qui ont le même nombre de watts, mais qui n'ont pas la même quantité d'émissions de CO2, donc du coup, ils n'auront pas le même nombre de chevaux. Et donc là, pour calculer ça, pour évaluer le nombre de chevaux fiscaux d'une voiture, eh bien, il faut se fier à ce qui est, aux informations qui sont fournies par les constructeurs, en fait, tout simplement. Il n'y a pas d'équivalent comme pour le cheval vapeur, il n'y a pas d'équivalent en watts de manière directe. Bref, tout ça pour vous dire que la puissance qui se mesure officiellement en watts peut aussi être mesurée dans d'autres unités de mesure, comme le cheval vapeur ou le cheval fiscal. Alors, est-ce que je vais encore un peu plus loin? Ouais, je crois que je vais aller encore un tout petit peu plus loin. Il se trouve que l'énergie qui est amenée, c'est une énergie qui est amenée par l'intermédiaire, la plupart du temps, d'une force. Par l'intermédiaire d'une force. Donc, si je reprends la définition que je viens de vous donner, la puissance d'une force représente la quantité d'énergie fournie par la force. C'est le travail de la force. Donc, le travail de la force, il faut le calculer. Donc, ou le déterminer. Hein, donc, des fois, il est donné, des fois, il faut vraiment le déterminer nous-mêmes. Et puis, donc, ce travail, il faut le diviser par le temps pendant lequel il est fourni, puisque la puissance, c'est le travail par unité de temps. Alors, nous, on a vu que le travail, il peut prendre deux formes, hein, soit une forme positive. Dans ce cas-là, on dit qu'il s'agit d'un travail moteur et que la force apporte de l'énergie. C'est pour ça que ce travail, il est positif. Hein. L'apport d'énergie est positif, donc véritablement, la force favorise le déplacement. Et puis, on a vu d'autres cas de figure dans lesquels le travail est résistant, c'est-à-dire un travail qui est négatif et qui fait donc perdre de l'énergie. Alors, ce n'est pas le travail qui fait perdre de l'énergie, c'est la force qui est liée à ce travail qui, elle, fait perdre de l'énergie. Donc, le travail est relié à la force et la puissance, elle est reliée au travail. Donc, le travail, donc la puissance qui est liée au travail, qui est lui-même liée à la force, on peut dire que la puissance, elle est liée à la force. Donc, c'est pour ça qu'on parle de la puissance d'une force.
que je vais vous dire comment la calculer. Alors, vous allez voir, c'est très simple en fait, hein, parce que si le point d'application, ça c'est important, de la force, si ça se déplace à vitesse constante, donc ça c'est fondamental, il faut que la vitesse soit constante, sinon on ne peut pas appliquer la formule qu'il y a là-dessous. Alors si c'est à vitesse constante, on peut par contre appliquer cette formule. Alors cette formule, elle dit quoi? Elle dit la puissance c'est l'énergie divisée par le temps. Mais l'énergie, c'est le travail qu'on divise par le temps. Et le travail lui-même, on a une formule qui est F fois D fois cos alpha. Le tout divisé par le temps. Ici et là. Alors, maintenant, je réarrange tout ça de manière à isoler d'un côté F et cos alpha et à garder de l'autre D sur delta T. D sur delta T, c'est quoi en fait? C'est ce que j'ai fait là. Hein. Donc là, il y a D sur delta T. Et puis, ici, je garde en bleu le F fois cos alpha. Alors, je disais ce D sur delta T, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est en fait la vitesse. Si la vitesse est constante, c'est-à-dire si vous êtes dans un MRU, c'est ça que veut dire la vitesse constante, si on a un MRU, alors dans ce cas-là, on peut utiliser la formule V égale distance divisée par le temps. Et donc, du coup, si on remplace ça là-dedans, eh bien, on trouve une formule qui vous permet donc de calculer la puissance d'une force, qui est donc égale à la force fois la vitesse fois le cos alpha, et ça vous donne la puissance de cette force, P. Alors évidemment, dans cette formule, la vitesse, elle doit être exprimée en mètres par seconde, hein, et non pas en kilomètres/heure. Hein, si on veut les unités officielles, hein, c'est ça, là. Et puis, pour ce qui est de la force et de l'angle, rien de particulier à dire, c'est comme pour le travail de manière générale, c'est-à-dire une force en newton et puis un angle en degrés, tout simplement, qui est le même angle, hein, l'angle entre la direction du déplacement et la direction de la force. Alors, après tout ça, eh bien, j'en arrive à un exemple qui tient sur 3 transparents. Donc, je vous présente ça et puis après j'arrête. Alors, l'exemple en question, vous avez une grue qui soulève une charge de 600 kg. Donc, la charge, elle est ici, hein, c'est ça, là. Hop. À vitesse constante sur une hauteur de 30 mètres pendant 20 secondes. Le but, c'est de calculer la puissance du moteur de la grue. Alors, première indication, ça se passe à vitesse constante. Donc, comme c'est une vitesse constante, l'accélération est nulle. A égale 0. Appliquons la deuxième loi de Newton. Vous avez deux forces qui agissent sur l'objet, le poids et la tension. Le poids est dirigé vers le bas, la tension vers le haut. Donc, on écrit, deuxième loi de Newton, le poids plus la tension égale ma, mais A, c'est 0. Donc, m fois 0, ça donne 0. Comme T est dirigé vers le haut et que le poids est dirigé vers le bas, si je choisis par exemple un axe X ou Y qui va comme ça, et que je projette ces forces sur Y, ben vous avez P moins T égale 0, ou T moins P, hein, si vous choisissez l'axe vers le haut, égale 0. Mais ce qui est important là-dedans, c'est que la force de tension, elle est égale au poids. Donc, elle est égale à M fois J. Donc, maintenant, on connaît cette force T. Cette force T, elle est exercée par qui? Ben, par le moteur de la grue. Donc, si vous voulez, le travail de cette force T, ben, c'est le travail exercé par la grue. C'est donc l'énergie fournie par la grue. Alors, je passe au suivant. Le déplacement, ben, c'est le déplacement de l'objet, il va s'effectuer vers le haut. Ce déplacement, il est vers le haut. Déplacement vers le haut. La force de traction, je l'ai dessinée en bleu, elle est aussi vers le haut. Donc, l'angle qui est entre les deux, c'est un angle de 0 degré. Alors, maintenant, vous mettez alpha égale 0 pour calculer le travail de la force de traction. Bah, vous avez la force de traction en bleu
qu'on a calculé tout à l'heure. Enfin, on ne l'a pas vraiment calculé, mais de manière numérique, mais on a une expression. Le déplacement en question, c'est un déplacement vertical, donc c'est la hauteur sur laquelle on monte l'objet. Et puis, donc, il y a un angle nul entre la force et le déplacement. Donc, cos alpha, ça donne cos de 0. Cos de 0, ça fait 1. Donc, ce terme étant égal à 1, il reste simplement t fois h. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Le h, on le retrouve ici. Et puis, t, il est là. Alors, comme je l'ai fait au transparent précédent, j'ai montré que si c'est vitesse constante avec la deuxième loi de Newton, t est égal à m fois g. Donc, finalement, ça revient à faire mg fois h. Donc, vous voyez ici, malgré on va dire la simplicité de la configuration des forces, il y a deux forces, elles sont les deux verticales, j'ai quand même fait plusieurs équations, un raisonnement assez long, je dirais, pour finalement arriver au fait que le travail de T, c'est mgh. Ce que j'aurais pu faire, tout simplement, comme je l'ai fait dans l'exercice, en disant le travail de T, c'est moins le travail du poids. Et le travail du poids, c'est toujours mgh. Mais comme ça monte, c'est un travail qui fait perdre de l'énergie, donc moins mgh. Et donc, du coup, le travail de T, c'est égal à moins mgh. Si j'injecte le moins mgh là-dedans, hop, ça me fait moins mgh, ça donne mgh. Voilà, ça c'était pas prévu. mgh. Et donc, c'est bien ce qu'on a ici. Donc, on peut y arriver des deux manières. Alors maintenant, je le calcule. Je sais que la charge, elle vaut 600 kg et que G vaut 9,81. Et maintenant, cette charge, on la monte, la grue la monte sur 30 mètres. Donc, quand vous faites le calcul, vous trouvez que l'énergie qu'il faut dépenser, c'est 176 580 joules. Et donc, maintenant, la puissance du moteur, on peut la calculer parce qu'en fait, la puissance, c'est l'énergie qui va être fournie par le moteur, c'est-à-dire le travail de la force de traction, et on va diviser ça par le temps. Alors, le temps, je vais le mettre en violet. Et ce temps, c'est 20 secondes. C'est la durée de la montée. Donc maintenant, on remplace tout ça, on fait le calcul et on trouve que la puissance, elle est égale à, je ne sais plus quoi utiliser comme couleur, du rose, 8829 joules. Donc là, on a utilisé la notion de travail ici, et puis en plus, la notion de puissance. Alors, il est possible de faire encore plus simple ici, parce que c'était précisé dans la question que l'objet est soulevé à vitesse constante. C'est ici, vitesse constante. Et nous, on a vu une formule quand il y a la vitesse qui est constante. C'est cette formule qu'il y a ici. P égale F fois V fois cos alpha. Donc maintenant, calculons cette puissance en appliquant cette formule. Alors, c'est ce que j'ai fait au troisième. La vitesse. On sait que l'objet, il monte à vitesse constante. Il monte 30 mètres en 20 secondes. Donc, la vitesse, c'est la distance, c'est-à-dire la hauteur divisée par le temps. Et donc, pour calculer la vitesse, ça fait 30 sur 20, ça fait 1,5 mètres par seconde. Alors maintenant, on applique la formule. P égale la force, donc c'est la force de la grue, c'est la force de traction, fois la vitesse, fois le cosinus de l'angle qu'il y a entre la traction et le déplacement. On a vu que c'était 0, puisque la traction va vers le haut, et le déplacement aussi vers le haut. Donc, on a ici dans la formule cos de 0, ce qui fait 1. Donc, au final, il nous faut calculer, il nous faut faire T fois V. T, on l'a déjà vu auparavant, c'est égal à M fois G. Et la vitesse, on vient de la calculer, 1,5 mètres par seconde. Donc, en fait, on peut remplacer M, 600 kg, G, 9,81, V,
les 1 mètre par seconde, on les remplace ici. Et donc, si on fait le calcul, on trouve bien entendu la même réponse que ce qu'on avait trouvé auparavant, à savoir 8829 watts.